quand je vois comment se font les actions sur l'environnement en général, puisque c'est quand même d'abord dans le domaine de l'environnement que le principe de précaution a été posé, quand je vois comment on ne traite pas des questions, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, on ne traite pas des questions globales parce qu'on pense pouvoir trouver une solution locale qui réglera le problème global sans se donner le mal d'étudier le problème global. Moi, je veux vous dire que l'exemple que je vous donnerai, parce que c'est celui que je connais le mieux et qui peut-être est le plus parlant à l'heure actuelle, c'est celui des OGM. On vous dit qu'on va régler le problème de la faim dans le monde avec des OGM. Et bien ça, je trouve ça vraiment très intéressant de regarder comment ce débat-là s'articule entre une vision réductionniste en disant voilà, j'ai un problème, il y a une bestiole qui bouffe ma plante, je vais mettre un poison dedans, la bestiole crèvera et tout ira bien, et toutes les conséquences agronomiques et sociales qu'a cette action, et quelles sont les conséquences potentielles sur le fait qu'il y ait des gens qui meurent de faim ou pas dans le monde. Or, ce que je constate, c'est que la réflexion de nos collègues qui disent qu'il n'y a pas de problème, c'est une réflexion qui ne va jamais au niveau local, au niveau global. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'on va nourrir les gens avec des OGM, on dit les OGM permettent de résister à un problème, donc ça réglera le problème de la faim dans le monde. Tous ces gens-là savent très bien qu'aujourd'hui on produit déjà assez à manger pour tout le monde sur Terre. Et que s'il y a des centaines de millions de gens qui meurent de faim, c'est pas parce qu'on ne produit pas assez, mais parce qu'il y a une trop grande inégalité de répartition. Donc si jamais on veut régler les problèmes de faim dans le monde, il faut d'abord se préoccuper des problèmes de répartition et ensuite des problèmes de production totale. Mais si vous commencez à prendre les choses globalement comme ça, vous vous rendez compte qu'évidemment, ce n'est pas les biotechnologies qui vont régler les problèmes de répartition. Au contraire. Donc je vois à l'œuvre cette erreur, à mon avis, de penser, de croire qu'on va systématiquement régler les problèmes globaux avec une pensée strictement réductionniste. Voilà. Mais j'avoue que je peux me tromper. Hein. Peut-être que dans 100 ans, on dira que c'était nous les couillons et que les autres en face avaient raison, qu'ils ont sauvé la planète. Plus ça va, plus je suis convaincu du contraire. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et effectivement, je pense que si jamais il y a... Alors, vous connaissez la fameuse phrase de Barbie à son procès, hein, c'est vous qui représentez le bien parce que vous avez gagné la guerre. Genre, si jamais c'était les nazis qui avaient gagné la dernière guerre, le nazisme serait la règle morale internationale. Bon, on peut en douter quand même, hein, mais c'est vrai qu'au fond, ce que nous disons sur le nazisme et sur Nuremberg, etc., c'est vrai dans la société telle qu'elle est. Qu'est-ce qui me permet de dire, toujours pareil, dans l'infini des possibles à partir d'un instant donné, que si jamais la guerre avait tourné autrement, on dirait ce qu'on dit là. Et donc, qu'est-ce qui me permet de dire la même chose pour dans 100 ans? Pareil avec l'eugénisme, d'ailleurs. Je me suis déjà posé la question, est-ce qu'un jour on nous reprochera d'avoir laissé reproduire des gènes de merde dans notre population? Je pense pas, mais je peux pas en être sûr. Donc je pense que les choix éthiques, c'est toute la difficulté, hein, c'est qu'on est bien obligé de les faire sans avoir tous les éléments pour prendre une décision totalement éclairée. Mais parce qu'on a des convictions morales. Et je pense que c'est un peu la difficulté de l'exercice que vous faites ici. Le principe de précaution, par exemple, avec les OGM, il y a un grand risque. Est-ce qu'il est déclenché du coup sur l'environnement et tout? On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences. On peut dire que le principe de précaution, le seul cas où il était déclenché vraiment, c'est sur les OGM. En fait, dès qu'on a commencé à faire ce qu'on appelait les manipulations génétiques, hein, et OGM, ça veut dire organisme génétiquement manipulé au départ. Alors les producteurs d'OGM ont trouvé que manipuler, ça faisait pas gentil, et ils ont insisté pour qu'on dise modifier. À mon avis, on a eu tort d'accepter, parce que du coup, après, ils ont dit, oui, mais modifier les organismes, on le fait depuis le début avec la sélection, donc tout compte fait, on ne fait rien de nouveau. Donc en fait, c'est bien manipulé qu'il s'agit. Dans les années 70, ça s'appelait l'ADN recombinant. On appelait ça ADN recombinant. Et dès que les scientifiques ont commencé à faire ça, un certain nombre d'entre eux se sont dit que c'était quand même dangereux ce truc-là. Et donc ils ont déclaré un moratoire d'1 an. D'eux-mêmes, un moratoire. Ils ont arrêté l'ADN recombinant dans les laboratoires pendant 1 an.
À la fin de cette année-là, ils sont tous réunis dans un grand colloque très célèbre à Asilomar, en Californie, et ils ont décidé d'un certain nombre de règles pour pouvoir faire des manipulations génétiques sans danger. C'est les règles que longtemps la commission de génie génétique a fait observer. Aujourd'hui, ça va être le Haut Conseil des biotechnologies qui va devoir faire la même chose, mais vous savez, c'est les classements des labos en P1, P2, P3, P4, ou les CRS. Donc, exemple pratique, les OGM. Je ne joue pas les OGM, mais après, j'aimerais bien qu'on ait une discussion un peu générale sur ces questions. Quand même. Et ça, c'est des extraits de la page web de Monsanto. Vous voyez un agriculteur heureux. Et il est heureux parce qu'il cultive du maïs Monsanto, et que ça rend heureux parce qu'on a beaucoup moins de travail. On a beaucoup moins de travail parce que ce maïs, d'une part, il produit lui-même une toxine qui tue les chenilles qui mangent normalement le maïs, la fameuse spirale du maïs. La spirale, c'est un papillon, mais quand il est sous forme de chenille, il mange des tas de trucs dont le maïs. Et il crée des vrais dégâts sur les maïs. Et quand on n'a pas un maïs OGM résistant à la pyrale, eh bien, on est obligé de surveiller constamment ces champs pour voir ces attaques de pyrale, et s'il y en a, de traiter. Donc ça fait beaucoup plus de travail que si le maïs produit en permanence la toxine qui tuera toute pyrale qui essaiera de l'attaquer. Alors, le gène qui produit la toxine contre la pyrale est un gène provenant d'une bactérie qui tue les insectes. C'est une maladie mortelle des insectes. Et cette bactérie produit toute une série de toxines, plus ou moins spécifiques de tel ou tel groupe d'insectes. Et l'une des toxines est faite pour tuer les larves de papillons, les chenilles. Et donc c'est ce gène-là qui a été utilisé, pas tel quel. Ce gène-là produit une protéine qui cristallise, qui n'est pas soluble dans l'eau, et qui doit être, dont l'extrémité doit être coupée par les sucs digestifs de l'insecte, comme la trypsine, et à ce moment-là, elle devient soluble et elle tue l'insecte. Pour que ça marche mieux, on a décidé d'enlever ce bout-là de la protéine, comme ça, elle est directement soluble et elle tue l'insecte beaucoup plus vite. En plus, on a changé 2-3 petits trucs pour que ça marche mieux dans une plante que dans une bactérie. Moyennant quoi, la protéine produite n'est pas la protéine produite par le bacille de Thuringe, qui est lui-même considéré comme un insecticide bio. La bactérie, elle est utilisée comme insecticide bio. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'est donc il y a deux grands types d'OGM et la plupart des OGM, beaucoup d'OGM ont les deux à la fois. Donc premièrement, un gène dérivé du bacille de Thuringe qui tue les larves de lépidoptères, de papillons. Deuxièmement, deuxième gros avantage, eh bien, ces plantes sont résistantes au Roundup. Le Roundup, c'est un herbicide miracle découvert par Monsanto. C'est là-dessus qu'ils ont fait leur fortune, qui tue toutes les plantes, enfin qui tuait toutes les plantes. Mais on a trouvé dans une bactérie un gène qui permettait de résister à ce Roundup, et donc évidemment c'est très pratique, d'autant que le brevet, le Roundup, la substance active s'appelle le glyphosate, et le glyphosate, le brevet tombait dans le domaine public au début du XXIe siècle. Donc Monsanto prenait le risque de ne plus gagner d'argent avec ça, et donc ils ont trouvé un truc génial, c'est qu'ils vendent la variété résistante au Roundup avec le Roundup. Et il est écrit dans le contrat de l'agriculteur qui achète l'OGM qu'il s'interdit d'utiliser toute autre forme d'herbicide que le Roundup Monsanto. Donc évidemment, pour l'agriculteur, ça aussi c'est pratique. Il faut du Roundup, ça tue tout. Il met son maïs. Si jamais il voit des mauvaises herbes qui poussent, il repasse un coup de Roundup. Tout crève sauf son maïs. Voilà. Tout va bien. Bon, Monsanto, c'est une firme qui est quand même, on a de la chance. C'est quand même le grand méchant loup des biotechnologies. Je vous rappelle que c'est eux qui produisaient l'agent orange. L'agent orange, c'était un défoliant qui a été utilisé massivement par l'armée américaine sur les forêts et les plantations vietnamiennes pour affamer les populations pendant la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est des épandages par l'armée américaine sur les champs vietnamiens. Le résultat, ça a été ça pour les enfants qui sont nés après. Et Monsanto n'a jamais reconnu ses torts, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette affaire. Je pense qu'ils ne savaient pas que ça ferait ça. Non, je pense qu'ils ne le savaient pas.
tout ça l'a fait aussi à des enfants de soldats. Là, les enfants de soldats ont été indemnisés, sans procès. Moi, à la limite, c'est presque pire s'ils ne le savaient pas. Ça prouve à quel point on peut faire des énormes erreurs. Voilà, alors donc, actuellement, cette technologie Roundup Ready, ça s'appelle donc de plantes résistantes au Roundup, couvre quelque chose comme 70% des terres cultivées avec des OGM, et la technologie bacille de Thuringe, résistant aux insectes aussi, de l'ordre de 70%. Ce qui fait que beaucoup des variétés sont à la fois les deux. Voilà. Quels sont les problèmes que ça pose? Alors, vous parliez de risques. Effectivement, les gens se sont préoccupés de risques et instantanément, la réaction des scientifiques, c'était celle que je vous disais tout à l'heure. Hein, ça a été de se dire, ces gens sont des cons, on va leur parler gentiment, on va leur expliquer qu'il n'y a pas de risque, après ils nous foutront la paix. Il y a eu un certain mépris du public qui a été extrêmement net. D'ailleurs, là où je le trouvais le plus net, c'était quand des scientifiques venaient discuter avec des citoyens et leur disaient, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Alors je discutais avec eux après, je leur disais, mais enfin, pourquoi vous pouvez dire qu'il n'y a pas de risque? Vous connaissez tout. Et alors ils me disaient, non, le risque zéro n'existe pas. Je leur dis, alors pourquoi vous ne dites pas ça? Ils disaient, oui, mais si on dit ça, les gens vont avoir peur. Et ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, parce que tout le monde sait que le risque zéro n'existe pas. Donc quand un scientifique arrive en disant que sa technologie comporte un risque zéro, dès le départ, on sait qu'il ment. Et les gens me le disaient. Moi, je faisais l'exposé en disant, voilà les risques qu'on a identifiés, voilà ce qu'on peut essayer de faire avec ça. Les gens me disaient, ça nous rassure de voir un scientifique qui nous dit qu'il y a des risques. Alors, par exemple, j'aime beaucoup cette phrase alors, c'est marrant parce que dans le milieu des anti-OGM et des pro-OGM, parce que maintenant, le monde scientifique est découpé en deux, il n'y a rien à faire, hein, on retrouve des slogans qu'on se refile les uns les autres. Et celui-là a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années. C'était quand on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer. Alors que quand on fait un maïs OGM, on sait quel gène on met. Donc on prend moins de risques avec un maïs OGM qu'avec un maïs pas OGM. Alors les gens, ils étaient là, putain, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, tiens. Hein. Ils se disaient quand même, il y a un truc qui me plaît pas là-dedans, mais ils n'arrivaient pas à voir ce que c'était. C'est pas facile de contrer un argument comme ça, asséné par un scientifique renommé. Où est l'erreur? Comment? L'erreur, elle vient du fait qu'on est dans une science empirique. Les sciences empiriques, ce que ça sait prédire, c'est ce que ça a déjà vu de nombreuses fois. Des maïs, on en croise depuis 10 000 ans. Et ça fait du maïs, en gros. Donc même si on ne sait pas quel gène il y a dedans, on a une idée empirique de ce que ça fait. Alors que mettre un gène de bactéries dans un maïs, là, dès le départ, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Quand en plus c'est des gènes tronqués, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plein des choses qu'on ne sait pas. Premièrement, la protéine, la toxine là, qui tue les insectes, elle a cette tête-là. Ce n'est pas une molécule ultra simple. Le repliement de ce genre de molécule, vous savez sûrement largement aussi bien que moi, qu'il n'est pas assuré qu'il se fasse toujours de la même façon. Et même, il y a des protéines chaperones qui aident au repliement des protéines, et ce n'est pas les mêmes protéines chaperones chez une bactérie et chez un maïs. Personne n'a aucune idée du repliement de cette protéine dans les maïs. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait? On met le gène dans la plante, par des techniques plus ou moins balistiques, soit on bombarde avec des petites billes de tungstène ou d'or enrobées d'une solution avec de l'ADN, soit on utilise des bactéries qui transfèrent les gènes, etc. Mais enfin, en tout cas, on se débrouille pour que les gènes rentrent plus ou moins, avec éventuellement d'autres trucs, dans la plante, dans la cellule de la plante. Après, on régénère une plante à partir de la cellule, et après, on regarde si ça marche. Et si ça ne marche pas, on jette. Et on jette 99,9% des plantes. Pourquoi ça ne marche pas? On n'en sait rien. Donc si ça se trouve, la protéine, elle se replie bien qu'une fois sur 1000. Ça ne fait rien, on jette les autres. Et dans les plantes où ça marche, quelle est la proportion des protéines qui sont bien repliées et la proportion qui sont mal repliées? On n'en sait rien. Donc en fait, on sait quand même très peu de choses. On a beau savoir quel gène on a mis, on ne sait déjà même pas quelle protéine ça produit. Tout ce qu'on sait, c'est que dans la plante qu'on a conservée, ce gène s'exprime assez pour tuer des insectes. Ça, on le sait. Alors effectivement, ça commence avec beaucoup d'inconnus. Après, évidemment, ça, c'est la plante qu'on a fabriquée. Cette plante, elle va se croiser avec d'autres.
Qu'est-ce que ça donnera, le même gène, dans une autre plante? Alors ça, on n'en sait rien. Il y a un exemple intéressant chez le trèfle. Vous avez des trèfles qui produisent un glucoside et d'autres pas. Et puis des trèfles qui produisent une enzyme, la linamarase, et d'autres pas. Quand il y a les deux en même temps, ça fait du cyanure. Bon, pas assez, vous pouvez toujours mâchouiller une tige de trèfle, hein, ça ne vous tuera pas, mais pas manger un champ de trèfle, si jamais il y a des moutons qui sont morts de ça. Les escargots, ils ne se trompent pas, au bout de deux bouchées, ils savent qu'il y a du cyanure, ils se barrent. Alors, vous voyez, vous prenez un trèfle qui n'a pas l'enzyme. Vous mettez le gène qui fait le glucoside, vous faites des tests, pas de problème. Après, votre machin, il se croise avec un trèfle qui a l'enzyme, et vous fabriquez un descendant qui produit du cyanure. Ça, c'est dans la nature, hein, c'est pas des OGM. Mais c'est pour vous dire que des risques inconnus, évidemment qu'il y en a plein. La question est de savoir qui prend les risques, à qui ça bénéficie le fait de les prendre, est-ce qu'on a envie de les prendre parce qu'on trouve que le bénéfice compense le risque. Et puis point. Et quand on prend sa bagnole, évidemment qu'on prend des risques. Quand on fume une clope aussi, quand tout ce que vous voudrez. Bien sûr qu'on sait qu'on prend des risques tous les jours. Simplement, on essaye de faire un équilibre entre les risques et les bénéfices. Et c'est ça la difficulté dans cette histoire. C'est ça la difficulté dans le principe de précaution. C'est qu'un risque, c'est un risque pour quelqu'un, et une action, c'est une action qui bénéficie à quelqu'un. Si celui qui prend le risque et celui qui fait l'action, c'est pas le même, on est dans une situation compliquée. Quand je prends ma voiture, je sais que je risque de me tuer, mais j'ai envie de la prendre quand même. Quand je marche dans la rue, je sais que je peux me faire tuer par un automobiliste. Et là, je suis moins d'accord. L'argument toujours, quand on dit il faut limiter les vitesses, etc., c'est pas le mec qui est dans la voiture risque de se tuer, c'est le mec qui risque de tuer quelqu'un qui lui... Hein, c'est pas avec la voiture. Pour être sur pour vous, mais aussi de tuer quelqu'un. Oui, oui, tout à fait, mais ça... Tout à fait. Donc, le problème de savoir comment on règle ces questions-là est un problème compliqué. Hein. Et dans le cas des OGM, il est relativement simple parce que la production d'OGM ne bénéficie financièrement que aux boîtes de production d'OGM. Elle bénéficie aux agriculteurs en termes de temps de travail. C'est-à-dire qu'on a constaté que le bénéfice n'était pas différent, mais qu'il y avait un peu moins de temps de travail. Et le consommateur, zéro. Donc évidemment, les consommateurs, eux, ils disent, mais attendez, votre truc, là, on n'en veut pas. Alors du coup, on va essayer de leur faire croire que ça peut être moins cher s'il y a des OGM. À ce moment-là, ils auront un bénéfice. Alors c'est pas dur pour ça, il suffit d'augmenter le prix du non-OGM. C'est ce qui est en train de se faire. Comprenez bien. Parce que si vous voulez faire du non-OGM, il ne faut pas être contaminé par les autres. Et donc, ça devient de plus en plus difficile. Donc, une grosse tension se trouve là, déjà au niveau des consommateurs. Ceci dit, pour moi, tout ça, ce n'est pas le risque le plus important. Mais je voudrais quand même que vous voyiez tout de suite qu'une communication honnête sur ces questions, ça serait de dire qu'en termes de risque, on ne sait pas grand-chose. Oui ? Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que, par exemple, les prions avec les moutons et les vaches folles et tout ça, au départ, on ne savait pas que l'ADN allait passer dans le sang et tout ça. Et si ça se produisait à ce niveau, c'est-à-dire que les consommateurs qui mangent l'OGM, après, on retrouve... Alors, dans les prions, ce n'est pas l'ADN qui est passé, hein, c'est des protéines. Ceci dit, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on ne sait pas après la mobilité de ce qu'on avale. Ça, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, c'est un exemple que j'aime bien, effectivement, c'est que quand on a appris que le prion pouvait se transmettre par la nourriture, moi j'étais horriblement surpris parce qu'on m'avait raconté qu'une protéine, quand on la mange, elle est complètement dégradée en acides aminés, qu'il ne passe que ça dans le sang. Et là, il y avait toute la protéine avec sa structure qui arrivait à débarquer dans le liquide céphalorachidien, donc qui passait la barrière intestinale puis la barrière céphalo-rachidienne. Ben oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, on a eu du pot avec la vache folle, ça n'a pas fait trop de mal, mais effectivement, on ne sait pas. C'est normal qu'on ne sache pas. Mais il faut l'admettre. Ça, c'est le premier point. Je pense que sur le plan de l'éthique, reconnaître ce qu'on ne sait pas, c'est très très important chez les scientifiques. Et malheureusement, on n'y est pas poussé. On est vraiment poussé au contraire.